Faites entrer l'écriture, 34e épisode, après la parution. Les services de presse reviennent comme les saisons sur le calendrier. Ils ne varient pas. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui se passe pour un auteur ou une autrice lorsque son livre est paru. Et je dis bien pour un auteur ou une autrice parce que je pense qu'on ne voit pas la parution de la même façon selon qu'on est auteur, éditeur, libraire, lecteur. Je venais signer un livre pas commercial dans le bureau sans fenêtre, entre les bibliothèques murales, parmi des noms qui pèsent le poids des statuts. Je me sentais coupable. Ce que j'avais écrit ne servirait à rien. Ce livre, dont on avait relié les cahiers, tombait dans les oubliettes avant d'être distribué aux libraires. J'aurais voulu cacher mon visage dans ma blouse à carreaux, sangloter dedans, écrire sans voir, sous la dictée, les noms de messieurs X, Y, Z. J'aurais voulu ne penser à rien. Je me souvenais trop de la maison Plomb. Avec quelle hauteur, avec quel dédain silencieux nous traitions les auteurs quand ils réapparaissaient, leur service de presse fini, quand ils demandaient de la publicité, quand ils s'inquiétaient. Nous nous jetions sur les bonnes feuilles des livres les plus saisissants. Ensuite, l'auteur n'était qu'un errant dans les couloirs. Voilà mon état d'esprit, tandis que je glissais les étiquettes dans chaque volume de l'affamé. J'aurais voulu m'enfuir. J'aurais voulu peindre ma peau et me camoufler avec l'humus des forêts, pousser des cris d'indiens, plutôt que de continuer d'écrire et venir signer dans une jungle où personne ne m'attaquait. Violette Leduc, La folie en tête. Je voudrais parler de ce qui se produit de notre côté, avec toutes les attentes, évidemment, qu'on a ou qu'on a eues, tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui nous déçoit, tout ce qui nous manque, tout ce qu'il faut oublier pour se mettre au livre d'après. Alors il y a sans doute des choses que j'ai déjà racontées ici ou là, et si c'est la deuxième fois que vous les entendez, je vous prie de m'en excuser par avance, mais j'ai vraiment eu envie de revenir au tout début. Et il est possible qu'à un moment ou à un autre, je fasse une suite. Je vais parler ici de mon expérience particulière, vraiment comme à chaque fois je pars de ma place. Et c'est normal, je ne suis pas en train de faire un podcast de journaliste par exemple. Et cette place, eh bien, on peut la définir comme celle de quelqu'un qui a publié quand même maintenant un assez grand nombre de livres, et qui pour autant n'a pas vécu toutes les expériences. Et puis l'actualité aussi aujourd'hui, c'était les prix littéraires, le prix Médicis étranger qui a été attribué à Alexandre Zinoviev pour son roman L'avenir radieux, et puis le Médicis tout court attribué à Georges Perec pour l'emploi, la vie mode d'emploi chez Hachette. Énorme livre de 600 pages. Évidemment, je pense au fait de n'avoir pas produit de best-seller, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est quand le livre a un énorme succès, quand il est demandé partout, et quand, pendant des mois, on ne fait plus que parler de ce livre, peut-être en se sentant en boucle, entre guillemets. Je ne parle pas à la place d'un auteur ou d'une autrice qui serait obligé, entre guillemets encore, de parcourir le monde, qui serait traduit en un grand nombre de langues, etc. Tout ça, ce sont des expériences que je n'ai pas. Je vais donc parler de celles que j'ai. Et à ce propos, il y a une sorte de spectre. Il y a certains livres pour lesquels on a l'impression, soit en tant qu'auteur-autrice, il ne se passe rien du tout, c'est-à-dire rien d'autre que la publication. Et il y a d'autres livres pour lesquels il se passe des choses immédiatement et où il se passe des choses à long terme. Donc c'est ça que j'aimerais bien raconter. Je vous propose d'essayer, je vous propose de m'accompagner dans ce voyage à rebours que je vais tenter de faire en évoquant la parution de certains de mes livres. Et pour commencer, je voudrais parler de ce qui s'est passé à la parution de Fenêtre Open Space qui est sorti en 2007 et qui aujourd'hui n'est plus disponible, ce qui d'ailleurs devrait m'obliger à en rechercher les droits et à le republier moi-même. C'est quelque chose que j'ai en tête au moment où je vous parle.
Je sais qu'il va falloir que je fasse ça pour un certain nombre de mes livres. J'espère arriver à un résultat. Donc voilà, là je vais parler d'un livre qui n'est plus disponible, mais dont la parution aura été évidemment très importante. Et je me souviens très bien que lorsque la jeune femme chargée de la promotion des livres chez l'éditeur m'avait contactée, au moment, je pense, où j'allais signer le contrat, je me souviens qu'elle m'avait dit « Nous sommes une petite maison, il n'y aura pas de retombée immédiate, mais on fera en sorte que quelque chose se passe pour ce livre. » Moi, j'étais très contente que ce livre paraisse parce que ça faisait 6 ans que j'attendais de lui trouver un éditeur. Et du reste, je n'attendais plus. J'avais été le porter à un certain nombre de maisons. J'avais été encouragée, mais j'avais aussi été dissuadée un peu. En tout cas, je n'avais pas de réseau et je ne trouvais pas comment le faire publier. Et puis, il y a eu cette chose assez extraordinaire qui a été qu'on m'a demandé d'écrire un texte pour un dossier sur les bibliothèques. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Sereine Berlotier, dont je vais reparler dans cet épisode, un petit peu. Sereine Berlotier qui avait lu Fenêtre Open Space, qui était paru en partie sur le site de François Bon. Le site de François Bon avait changé. Ce site initial était devenu un site collectif, remue.net. Et Sereine faisait un dossier sur les bibliothèques, m'avait demandé un texte que j'avais passé un été à écrire et avait mis, je pense que c'est elle, un petit lien vers ce texte Fenêtre qui était là dans le site mais comme caché, recouvert par tout le reste. Les éditions Le Mot et le Reste l'avaient vu, m'avaient écrit, m'avaient demandé si le texte était toujours disponible. 6 ans après, j'avais dit oui, et voilà le livre paraissant. Et voilà Stéphanie Leloirne me demandant si j'étais d'accord pour faire des choses avec ce livre. À l'époque, je ne me figurais pas ce que ça pouvait être la vie d'un auteur qui ne vend pas assez de ses livres pour ne faire qu'écrire et qui en même temps est engagé dans une vie d'écriture. Je ne pensais pas aux résidences d'écriture, etc. Bref, me voilà, un beau jour, plusieurs mois après la parution, à Marseille. Donc déjà, il faut s'imaginer la première fois qu'on vous paye le train pour venir, la première fois qu'on vous paye l'hôtel, la première fois qu'on vous reçoit. Me voilà donc dans le grand bain, si je puis dire, puisque me voilà tout de suite à devoir effectuer une lecture performée, comme on dit, de mon texte, c'est-à-dire pas une simple lecture, mais avec quelque chose en plus. C'était dans une médiathèque de la Joliette, c'était avec Jean-Marc Montera. Jean-Marc Montera qui m'avait été présenté par Stéphanie, si je me souviens bien, qui était un musicien tout à fait reconnu dans son milieu, mais c'est un milieu que je ne connaissais pas, celui des musiciens d'improvisation bruitistes. Et me voilà à tenter quelque chose avec lui ce jour-là, à Marseille. Je me souviens surtout de ce que m'avait dit Stéphanie, ou je crois que c'était elle ou c'était Aliénor, l'une des deux. Il y avait 2 jeunes femmes qui travaillaient aux éditions Le Mot et le Reste alors, Aliénor et Stéphanie, toutes 2 vraiment très sympathiques. Je crois que c'était Stéphanie qui m'avait dit « Ne t'inquiète pas, de toute façon, il n'y a que des gens bienveillants dans la salle. Il n'y a pas de gens qui sont contre toi. » Et c'est cette phrase qui m'est restée jusqu'à présent, donc toute ma vie. Je me suis toujours souvenue de cette phrase. Effectivement, quand on écrit et qu'on n'est pas célèbre, on n'a pas forcément une foule qui se déplace, loin de là, mais en tout cas, les gens qui viennent, a priori, sont bienveillants. A priori, sont plutôt curieux.
De fait, ça se passe toujours comme ça. Tant qu'on n'est pas célèbre, on ne suscite pas de jalousie, par exemple. Donc, nécessairement, on n'a pas de gens qui viennent exaspérer dans la salle, vous bousiller le travail. Donc, ça s'était bien passé. Et donc, ce qui me reste de cette parution de Fenêtre, c'est plusieurs choses. C'est cette journée-là, avec Jean-Marc. C'est aussi d'avoir été invité pour parler de mon livre avec 2 autres auteurs dans une rencontre modérée par Pascal Jourdana qui va devenir important aussi dans mon parcours. C'est lui qui a créé la Villa des auteurs La Marelle à Marseille, lieu où je me suis rendue plusieurs fois. Donc c'est des rencontres, c'est ça qui se passe. Le plus important au début, c'est des rencontres. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui commencent à s'intéresser à votre livre sont, sans que vous le sachiez, les gens que vous vouliez toucher. Je ne parle pas là du premier cercle, je ne parle pas là de la famille, ni des amis proches que vous avez, qui sont évidemment importants, mais qui ne lisent pas forcément vos livres. Et on ne leur demande pas ça. Mais je parle des auteurs. Enfin, en tout cas, pour moi, le plus important quand j'ai commencé à écrire et à vouloir être publié, c'était de toucher d'autres gens qui écrivent. Peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas très connue, que je n'ai pas fait de best-seller. Parce qu'il y a plus de lecteurs en France que d'écrivains quand même, malgré ce qu'on dit. Et voilà que j'ai commencé à toucher certains auteurs, certaines autrices, et que ça a vraiment été important. Pourquoi aurions-nous besoin, pourquoi aurions-nous envie d'écouter un écrivain parler de ses textes, de sa vie, de ses mots croisés, de son appartement, de son bureau, de tout ce qui peut-être permet l'écriture, mais l'enveloppe, la cache. Est-ce qu'il y a un accès possible à la littérature par la voix des écrivains, celles et ceux que, dans le silence de nos corps, nous lisons? Qu'est-ce que nous cherchons à apprendre, à ressentir, à deviner? De quelle vérité la voix serait-elle dépositaire? De quel mystère? Non pas quand ils lisent ce qu'ils ont écrit, mais quand ils commentent, digressent, renoncent. N'est-ce pas aussi comme s'ils détruisaient la précision de l'effort, de l'intention, du geste même d'écrire? Au début d'une conférence prononcée le 5 mai 1967 à l'université de Warwick, Georges Perec explique « Je vais d'abord vous dire une chose tout à fait évidente, c'est que je suis écrivain et que je ne suis pas orateur. J'écris et je ne parle pas. Et non seulement je ne parle pas, mais je ne parle pas de ce que j'écris. Moi, je déteste ça. Et pourtant, je suis ici pour transformer ma réflexion en production littéraire. Je produis des livres. Et, d'une certaine manière, vous me demandez, disons, des comptes. Et je suis bien obligée de vous les donner. » Sereine Berlotier, Ce qui passe, passe, voix de Georges Perec. Je me souviens aussi, toujours à Marseille, être arrivée pour cette rencontre animée par Pascal, je crois. Je me souviens avoir rencontré d'autres autrices qui étaient bien plus chevronnées que moi. J'étais vraiment la petite dernière. Et moi, ma question c'était « Pourquoi être publiée plutôt que non ? Qu'est-ce que ça apporte ?» C'était pas une question que je posais au monde, je me la posais simplement à moi. Mais au fond, ce qui importait pour moi, c'était d'écrire. C'était le moment où on se bagarre avec soi-même pour arriver à quelque chose et pour créer du neuf. Et c'est toujours ça qui m'importe le plus. Mais je me disais, qu'est-ce que ça apporte de plus ? Et je me souviens m'être retrouvée dans un hôtel sur le Vieux-Port, bon, avec une chambre qui donnait sur le Vieux-Port, hyper mal isolée, donc pas avoir dormi beaucoup parce que beaucoup de bruit. Ah, la question du bruit. Bref. Oui, elle m'importait déjà. Oui, j'avais déjà commencé à écrire bruit. Bref, bis. Je me souviens avoir entendu une autrice qui concourait à ce moment-là pour le prix Goncourt, l'avoir entendue à la fois dire au restaurant « Non, je ne peux pas écrire en ce moment, je n'y arrive plus à cause de cette histoire de prix » et donc évidemment du retentissement que son livre avait à ce moment-là. Et après ce restaurant, avoir dit « Oh, je crois, il était 11h du soir et nous marchions toutes le long du Vieux-Port, je pense qu'on était 4 ou 5 et qu'on était surtout des femmes. Ah, je crois que je vais prendre un bain. » Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme elle. Et je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et je me suis fait couler un bain à 11h du soir dans cette chambre d'hôtel. Et je me suis dit, bah, si j'avais pas trouvé d'éditeur pour ce livre, Fenêtre Open Space, il était resté dans mon ordinateur ou dans une chemise imprimée
dans un tiroir, eh bien je ne serai pas, précisément, à ce moment-là, dans cet hôtel, sur le Vieux-Port, à prendre un bain. En fait, je serais peut-être ailleurs, j'aurais peut-être un travail salarié, je serais peut-être dans une autre ville en train de faire autre chose. Mais en tout cas, je ne serais pas là. À ce moment-là précis, dans ce présent-là. Et ça peut paraître puéril, superficiel, ce qu'on voudra, je m'en fiche. Mais ça a ancré quelque chose. Je me suis dit, être publié, c'est avoir la chance de vivre une vie supplémentaire un peu. Oui, d'avoir de la vie en plus. Il va se passer quelque chose en plus parce que j'ai été publiée. Et je crois que c'est toujours ce qui me tient 20 ans plus tard, parce que franchement j'aurais pu abandonner 1000 fois. Mais je crois que ça me tient. Ce moment-là où on rencontre quelqu'un d'autre, même furtivement, mais c'est mieux quand on rencontre quelqu'un qu'on va revoir et avec lequel on va tisser des liens, évidemment. Quand on rencontre donc des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, et quand on va faire des choses, éprouver des expériences, se rendre dans des lieux où on ne serait pas allé. Et pour moi, c'est ça un peu la magie. Parce que sinon, c'est vrai que la publication, on peut très bien la vivre sans la vivre. Je veux dire par là qu'on peut très bien décider qu'une fois que le livre est paru, il va en librairie et c'est fini, on ne veut plus en entendre parler, on se bouche les oreilles, on ne veut pas se battre pour lui, on ne veut rien faire. Et c'est tout à fait possible, et c'est tout à fait respectable. Je vois pas le problème. Ce n'est pas parce qu'on écrit qu'on peut parler forcément de son travail, par exemple. On n'a pas forcément envie de se retrouver face à un public, sur une scène, avec d'autres artistes. On peut vouloir rester dans sa bulle. Le 8 décembre 1978, Georges Perec est invité à l'émission Apostrophe. Il vient de recevoir le prix Médicis pour la vie mode d'emploi. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'il participe à cette émission. Le plateau, outre l'animateur, est composé de 6 invités et cette phrase, notons-le au passage, ne nous posera aujourd'hui aucune difficulté grammaticale particulière. Tous les invités sont de sexe mâle. Georges Perec est assis immédiatement à la droite de Bernard Pivot. Il porte un pantalon rouge et une chemise pâle, parfaitement repassée, non pas blanche mais vaguement rose peut-être. Ses chaussettes, si l'on se penche un peu, sont assorties à son pantalon, rouge donc elles aussi. Un cordon auquel est accroché un petit micro cylindrique pend autour de son col. Peut-être regrette-t-il de n'avoir pas prévu une veste. Il aurait pu pincer le micro au revers. Il n'aurait pas été alourdi par cet accessoire un peu ridicule. Peut-être pense-t-il à ses enfants que, lors d'une sortie scolaire, on affuble d'une étiquette pareillement tenue au bout d'un cordon. Ou même, fugitivement, à d'autres silhouettes, venues de plus loin encore, celles d'enfants qui voyagent sans leurs parents, et dont le nom est inscrit sur de petites fiches accrochées par une ficelle à leur cou. Rien de ceci sans doute. Il se laisse bercer par le brouhaha de ses voisins de plateau, qui badinent pour cacher leur appréhension, leur excitation, leur impatience, en se donnant de petits coups de tête, faussement amicaux, comme les chevaux au-dessus d'une clôture tiennent en respect leurs rivaux, les lèvres à peine retroussées sur les dents. C'est un message, il est discret. À quoi pense-t-il, Georges Perec, à cet instant, un peu tourné vers son voisin de droite, à qui il ne parle pas, et dont nous saurons bientôt, si toutefois nous ne l'avons pas déjà reconnu, qu'il se nomme Alain Robbe-Grillet. Lui, Georges, dont le pantalon est la seule tache de couleur au cœur de cette scène un peu terne, nous ne le sentons pas complètement à son aise. Se répète-t-il les quelques phrases qu'il aimerait pouvoir partager à propos de ce gros roman qui a occupé plusieurs années de sa vie et dont il n'est pas encore sûr de réussir à se détacher? Le cahier des charges, le puzzle dont une pièce manque, Barnabooth et Bartleby, un drôle de centaure littéraire, caracolant. Sa barbe est grisonnante. Comme il arrive souvent, on remarque qu'elle ne l'est pas uniformément, plus blanche ici, plus sombre là. Il fume, ça le détend. Il n'est pas le seul sur le plateau. À une question que l'un des invités a sans doute posée, Pivot répond vivement, coupant l'herbe sous le sabot de celui qui comptait prendre ses aises. « Non, il y a un ordre, sinon ce serait un bordel terrible !» Et les voilà donc, nos canassons, suivant l'ordre de la promenade imposée par le maître du manège, fouet à la main. L'apercevoir suffit, il ne sera pas nécessaire d'en user. Sereine Berlotier, 2 extraits de Ce qui passe, passe,
Voix de Georges Perec. Mais si on a envie d'autre chose, si on a envie que quelque chose se passe, et il se trouve que depuis toutes ces années, je vois bien que c'est quand même aussi beaucoup ce qu'on nous demande. Si on en a envie, si on a envie que quelque chose de plus se passe, eh bien on peut décider d'en passer par son propre corps, par sa voix, par le travail avec d'autres gens, des danseurs, des musiciens, d'autres écrivains, des plasticiens, des informaticiens, que sais-je. Donc à partir du moment où on s'engage dans cette vie-là, eh bien il est possible de s'y engager tout entier, c'est-à-dire de ne pas avoir un métier salarié à côté à plein temps du tout, mais de se retrouver un peu ancré dans cette vie dont je parlais au début, de résidence, de bourse, de commande de texte, etc. Et quand on s'y retrouve, eh bien, on peut avoir la chance que, au bout d'un moment, des choses vous reviennent et quand vous avez un nouveau livre qui sort, eh bien, on va vous inviter parce qu'on se souvient de vous, parce qu'on a déjà travaillé avec vous. Mais il ne faut pas compter dessus non plus. Et là-dessus, la période du Covid et du confinement ont jeté une lumière très crue. Parce que pour beaucoup, et c'est mon cas, on a senti une rupture nette. Tout ce qu'on faisait ou qu'on pouvait faire s'est arrêté et après ça a été très long et très compliqué de remettre des choses en route. Et on est là en 2026 au moment où je parle et je ne suis pas sûre que ma vie d'avant soit revenue. Donc tout ça est très fragile. Il ne faut pas compter dessus forcément, tout comme ce n'est pas parce qu'on a été publié à un moment par un éditeur que forcément c'est gagné et qu'à partir de maintenant, on sera toujours publié et qu'on sera toujours reconnu. Non. La femme est apparue. Pas un article, sauf un dans les lettres françaises, si je me souviens bien. Depuis, je lance des regards reconnaissants aux éventaires des humbles libraires, quand je reviens du marché d'Aligre, de chez Dominique, du métro Reuilly Diderot, du métro Faidherbe-Chaligny. Elle est patiente, Simone de Beauvoir. Elle écoute mes plaintes, mes sanglots, mes jérémiades. Elle revoit le même spectacle, celui d'une mauvaise actrice qui tourne en rond. Je lui dis « Je veux laver des verres dans un café. Je veux devenir votre femme de ménage. » Elle n'en croit pas un mot. Cependant, elle me répond avec grande douceur « Non, Violette, non. Ne perdez pas confiance. Continuez d'écrire. » Or, l'auteur, je me place toujours. Donc, du côté de l'auteur, il est en attente. L'auteur, il est comme un petit enfant. Il attend la récompense, il attend la médaille, il attend qu'on lui dise qu'on l'aime, il attend qu'on lui dise que son livre est super, que son livre est différent des autres, que son livre est merveilleux. Et c'est pas la peine de se raconter des histoires là-dessus. Cette attente-là, enfantine, on la conserve. Même si on fait un travail sur soi, même si on se met à distance, même si on se dit « je ne veux pas être tributaire de la réception ». On est tributaire de la réception, ne serait-ce parce qu'après, la réception du livre d'après, des fois, en dépend. Et puis parce qu'on a mis tellement de soi, parfois tellement d'années, on a tellement mis de choses en jeu, parfois sa santé, qu'on a envie d'un retour d'énergie, c'est normal, quoi. Alors que faire quand on a l'impression qu'il ne se passe rien? Est-ce qu'il faut déclencher les choses? Est-ce qu'il faut à tout prix inonder les réseaux sociaux de messages « aimez-moi, achetez mon livre ». Je dis ça de façon caricaturale, évidemment c'est plus fin que ça, mais bon, ça se résume quand même à ça. Est-ce qu'il faut contacter les institutions, contacter des lieux, contacter d'autres artistes à toute force? Ou est-ce qu'il faut tout lâcher? Est-ce qu'il faut trouver un entre-deux? Comment on s'occupe ou on se préoccupe de ça? Et à quel moment il faut lâcher aussi? Parce qu'à un moment, il faut lâcher. Et pourquoi il faut lâcher? Parce qu'il faut écrire le livre d'après. Et c'est là précisément où j'en suis, au moment où je fais cet épisode. Et où j'ai l'impression finalement de le faire d'une traite et d'avoir 1000 choses à dire et que je n'ai plus que 5 ou 10 minutes d'enregistrement devant moi et j'ai l'impression de n'avoir rien dit. Au moment même où je parle, je viens de me remettre à écrire. Alors évidemment, c'est hyper fragile. Et en fait, c'est un livre auquel je pense déjà depuis plusieurs années et sur lequel j'ai déjà écrit un peu. Sur lequel, c'est drôle. Oui, sur lequel, parce que j'ai déjà monté un projet de résidence autour de ce livre et finalement, la résidence, je l'ai eue, mais je n'ai pas écrit là-dessus. J'ai fini d'écrire Bruit à la place. Bref, c'est quelque chose qui a déjà une histoire. Mais j'ai la sensation depuis 2 jours
d'avoir commencé à trouver un petit protocole qui va me permettre de m'y mettre sans me sentir devant un gouffre, sur une falaise, au bord du vide, à devoir sauter comme ça, complètement angoissée. C'est donc la toute petite minuscule assurance que ce début de travail me procure qui me permet de raconter aujourd'hui ce que c'est que l'après-publication. C'est parce que je suis ancrée à nouveau dans de l'écriture, c'est-à-dire dans un projet qui ne concerne pour l'instant que moi, qui ne concerne ni l'éditeur, ni personne autour de moi, ni les futurs lecteurs, ni rien, que je me sens comme ça capable de raconter les frustrations et les joies de la publication, de la pré-publication en fait. Voilà, c'est ce que je voulais raconter. C'est peu, c'est déjà ça, me dis-je. Et je ne suis pas mécontente d'avoir raconté cette histoire de baignoire, c'est-à-dire d'un lieu clos dans lequel j'étais toute seule. Personne n'a assisté à cette scène de moi dans le bain, en train de comprendre l'intérêt de la publication. Oui, de certaine façon, c'est être à la fois seule et dans le bain. À bientôt. Au revoir.